que je peux qualifier d'héroïne ordinaire. Alors j'entends par cet oxymore le fait que c'est un personnage, bien que déterminé, vit des moments de doute, d'incertitude, voire de désespoir. C'est un personnage qui a des convictions fermes, qui croit en un idéal, mais chez lequel on décèle aussi une fragilité toute féminine. Et cela le rend attachant par rapport au lecteur. Je voudrais que vous développiez un petit peu cette idée. C'est vrai, d'abord il a hésité longtemps avant d'accepter de venir vivre au Maroc. Voilà, ouais. Parce que son mari, son mari, je raconte très bien tous les péripéties de sa vie politique, c'était un membre du Parti socialiste, Parti travailliste irlandais, très radical, donc un homme très solitaire, mais un homme vraiment qui dans la tourmente des événements, il a passé 3 mois de prison en Angleterre parce qu'il a insulté cet accord entre la France et l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il se présente aux élections parlementaires et ça ne marche pas. En fait, il décide de partir et ils partent à Marseille pour quelques temps. Et sa femme, pour sa Gertrude, ça tombait bien parce qu'elle-même, elle était d'origine française, il parlait parfaitement le français. Mais une fois à Marseille, Jean Arnal ne regardait que d'un côté, il regardait vers le sud, il voyait tous les jours au port de Marseille des bateaux partir soit vers l'Amérique, soit vers l'Afrique du Nord, surtout l'Algérie, mais il y avait beaucoup de gens qui partaient aussi pour Tanger, qu'elle venait de découvrir. Donc elle, pour rester à côté de son mari, qu'elle aimait tant, il a accepté de venir. Mais au début, il n'était pas très intéressé par cette guerre du Rif. C'est une fois sur place, donc grâce à son mari, mais grâce aussi, il y a des personnages très importants que j'ai trouvé. Ben Ali, il y a un certain Khamlichi, Moulay Ali Khamlichi, les deux frères. Et puis, il a trouvé qu'il y avait aussi un réseau de sympathisants parmi les Anglais. Robert viendra plus tard. Robert, c'est un cas un peu particulier. Robert, c'est un ami de son mari, tout ça, mais il viendra plus tard, son intervention. Mais c'est après la mort de son mari qu'elle s'est retrouvée toute seule, avec une énorme responsabilité. Et là, il était obligé, donc en quelque sorte, disons par fidélité à son mari, mais aussi parce qu'il s'était déjà engagé. Par conviction aussi. Par conviction, c'est parce qu'il avait fait le propre. Parce que Jean Arnal, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Il s'est pris pour étant représentant de Abdelkrim à Tanger sans que personne lui ait demandé. Avant 1921. Juste après 1921, il demande à sa femme d'aller en Angleterre. Pourquoi faire? Pour défendre la cause du Rif. Il s'est même permis d'avoir l'idée d'aller à Genève, déposer le dossier. Moi, j'ai tous les documents. Disons que vous pourrez un jour faire un travail pédagogique pour envoyer, pour visualiser tous les documents dont je parle dans mon livre. Moi, j'ai une grande responsabilité. Souvent, je suis face à des historiens éminents qui connaissent très bien le sujet. Bon, ils connaissent certains détails, ils ne connaissent pas d'autres détails, mais souvent, avec ce livre, j'ai déjà présenté avec Kaderi, un grand historien qui connaît très bien l'histoire coloniale marocaine. On l'a présenté juste avant le mois de Ramadan. C'est elle qui a conseillé son mari une chose. Parce qu'il a vu que son mari voulait aller trop loin, il va trop loin, il ne se contrôlait pas. Il lui a posé cette question un peu banale. Mais tu es qui pour pouvoir prétendre représenter Abdelkrim et essayer d'aller à Genève? Est-ce que Abdelkrim t'a donné un feu vert? Et pourquoi tu ne veux pas le voir? Parce que ça, les historiens n'en parlent pas, ce détail. Pourquoi Jean Arnal se trouve obligé de partir voir Abdelkrim dans le Rif? Beaucoup de gens parlent des investissements, des affaires. C'était des prétextes. Tout ça, cette question d'argent, d'investissement, pour lui, en tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup de documents, n'était qu'un prétexte pour convaincre les officiers anglais
que le RIF est intéressant pour l'Angleterre, qu'il y aurait beaucoup à gagner, donc en collaborant avec Abdelkrim, alors qu'en fait, lui, ça ne l'intéressait pas du tout, parce que c'était quelqu'un qui avait suffisamment d'argent, et que l'argent n'était pas dans une question, il ne voulait pas faire fortune. Et c'est elle qui lui dit, écoute, tu dois aller le voir sur... Et ensuite, il l'accompagne pour aller avec la délégation rifaine, bon, il y a eu un problème pour la délégation rifaine. En principe, il était question, et ça les historiens le connaissent, et même les gens du RIF connaissent cette histoire. En principe, il était question à ce que Jean Arlan aille avec Ben Ali. Ben Ali, c'est Abdelkrim el-Lour. Comme ça, pour nous, dans Al-Husayba, et en particulier dans le RIF, moi, Al-Husayba, c'est la famille Ben Ali. Donc l'eau, c'est un truc nouveau. Moi, je connais le frère, M. Abdelkrim. Donc il y avait un lien familial entre Abdelkrim et Abdelkrim. C'était son beau-frère. Oui. À la fin, il s'est marié, la sœur, parce que ça, c'est une autre histoire. Abdelkrim était entouré donc, de beaux-frères, de cousins, et sa tribu. Mais c'est elle qui va diriger. En principe, il jouait un rôle un peu effacé, mais c'est elle qui a entamé tout. Pendant 6 mois, il reste cette délégation rifaine de Bougiba et Abdelkrim el-Lour. Ils étaient accompagnés par notre ami l'espion, là. Parce qu'il n'était pas... Bon, normalement, il ne devait pas faire le déplacement. Walter Harris, il le découvre dans le bateau. Il paraît que c'est Abdelkrim el-Lour qui avait une relation un peu suspecte avec lui, qui lui en avait parlé. Donc, elle avait joué un rôle très important. Ils reviennent de l'Angleterre très déçus. Parce que pendant 6 mois, ils ont frappé à toutes les portes et les Anglais ne voulaient même pas les recevoir, les officiels. Par contre, ils ont été reçus. Bon, il y a eu une mobilisation dans les médias. Tous les messages de Abdelkrim ont été donc publiés dans les grandes revues et dans les grands journaux. Et ensuite, la diaspora musulmane, d'origine hindoue, qui aujourd'hui c'est le Pakistan, parce que c'était beaucoup les musulmans. Et puis il y avait Arsalan, il y avait Shakib Arsalan, il y avait toute la diaspora arabe qui ont joué un rôle très important, d'abord pour sensibiliser l'opinion publique, ramasser des fonds et surtout arriver à en parler, parce qu'il y a eu un député qui a pris l'initiative de poser la question devant le Parlement. Alors, c'est Mohamed, vous avez tissé une trame narrative enrichie de beaucoup de détails historiques. On peut remarquer en lisant votre livre qu'il y a beaucoup de précisions temporelles. Il y a beaucoup de dates, tous les événements sont datés. Et puis, c'est un livre très documenté. J'ai envie de savoir comment vous avez procédé pour écrire ce livre. Quelle était votre méthode? Quelle était la genèse de ce livre? Oui, comme je vous l'expliquais, donc une fois, le travail d'archive, vraiment, c'est ce qui est le plus dur, parce que sur cette personne, il n'y a rien d'écrit. On en parle un tout petit peu, dans certains livres d'histoire, on parle d'elle, ceux qui connaissent très bien l'histoire de Tanger, on parle d'elle comme étant un intermédiaire pour certains achats, et que la police espagnole donc se plaignait du rôle qu'il jouait, et que le consul, là, je cite les noms précis des consuls, les dates des correspondances, j'ai tous les documents de ces correspondances, le consul espagnol écrivait à l'ambassadeur espagnol à Londres, qui à son tour contacte le ministre des Affaires étrangères anglais, qui à son tour prend contact avec le consul britannique, et c'est ce consul britannique qui, à plusieurs reprises, appelle Gertrude dans un premier temps pour l'avertir, dans un deuxième temps, il était question, il lui expliquait le statut, les règlements du statut de Tanger, parce qu'il y avait un statut particulier, du fait que Tanger, d'ailleurs, je parle dans un chapitre, j'ai appelé la guerre des ombres. La guerre des ombres, c'est un peu Tanger. À Tanger, il n'y a pas eu de bombes, il n'y a pas eu de mort. Par contre, il y avait beaucoup d'intrigues, beaucoup d'espionnage.
Et j'ai trouvé un article espagnol dans une revue féministe, mais d'extrême droite, qui parle des femmes qui ont fait la guerre, des grandes femmes qui ont fait la guerre. Il consacre une page. Moi, j'ai donc le lien, pour ceux qui s'intéressent. Donc, ils peuvent rentrer en contact. Moi, on se mettrait le lien. C'est en espagnol. C'est une revue d'histoire. Mais on a consacré donc, un article important à plusieurs femmes, dont Gertrude Arnall, il parle de l'anglaise de Tanger. Et là, tout ce qu'il raconte dans cet article est archi faux. Sauf quelques détails. Moi, qui m'ont aidé. Par exemple, c'est dans cet article que j'ai pu localiser le magasin exact où se trouvait. Donc les repères qui m'ont permis de le retrouver et mes amis de la télévision ont pu vérifier que ça continue à être un magasin de vente de matériel de photographie. C'est extraordinaire. Et quand j'ai découvert le lieu, donc j'ai été voir le monsieur, il paraît que bon, ça n'a pas été de façon continue, cette affaire qu'à un moment, parce que je l'explique un petit peu dans le livre, c'est qu'à un certain moment, il a monté une petite entreprise artisanale pour créer des poupées. Donc par rapport aux documents, il y a un livre, Dirk Sass, les historiens et les amis numériques, ça c'est un Allemand qui a écrit un livre qui a été publié en 2006 et qui parle donc des étrangers dans la guerre du Rif, les Français, les Anglais et les Allemands. Il donne énormément de détails, ce livre, il est toujours en allemand, j'espère qu'un jour on va finir par le traduire en français et en arabe, dire que ça, il parle des trois nationalités, il donne énormément de détails, mais il parle très peu de Gertrude aussi, il parle de tous les hommes d'affaires anglais qui vivaient à Tanger, qui s'intéressaient au business à Tétouan et à Tanger, et toutes les personnalités anglaises qui ont fait des allers-retours sur Tanger. Pour me retrouver, donc moi ce qui m'intéressait c'était Gertrude. Donc j'ai pu quand même retrouver quelques repères. Et puis moi je fais un travail de recoupement. C'est-à-dire que je lis par exemple, je ne sais pas, 20 livres, 30 livres, pour en faire peut-être 2-3 pages, mais précis, détaillés. Ensuite commence le travail de l'articulation, de la narration. Comment rendre ces événements disparates, incohérents, peu précis. Et là intervient, si vous voulez, le travail de l'imaginaire, de la fiction. Mais une fiction et un imaginaire encore plus véridique que la vérité, parce que c'est ce qui me permet de me rapprocher davantage donc, de la personne, et puis de vérifier que ça se recoupe avec d'autres événements. Parce que moi, je fais ce travail de recoupement et par rapport à l'exilé de Mouradan. Dans le livre de l'exilé de Mouradan, il y a quelques références à Jean Arnal. Parce que Qaïd Haddou, il était francophone, il soutenait la France, et son ennemi d'ailleurs, dans toute la littérature des historiens de l'époque, ils expliquaient tout par l'intervention de l'Angleterre. Tous les échecs de la France, tous les succès de Abdelkrim et des rebelles rivains, donc ils les mettaient sur le compte de l'Angleterre, qui était bien sûr en conflit permanent avec l'Angleterre. Donc le travail de la narration et puis de la mise en cohérence de ces événements disparates, comme je l'ai dit, peu cités, incohérents, incomplets, et par rapport au travail des historiens, bien sûr, nous avons en commun ce travail, cette première partie, comment savoir, le travail des archives, et puis aller sur le terrain. Il y a le travail de l'écriture, à titre, en tant que romancier, bien sûr, moi j'écris pour le grand public. Donc je n'attends pas à ce que mon travail soit jugé par mes pairs, ni présenter une thèse, ça ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, je suis appelé, le 24, je vais être à la faculté des lettres, littérature française de Fès, je viens de recevoir, y compris une affiche, déjà pour le 24. Comme quoi, donc je suis obligé moi-même, disons, de faire un travail de formation autodidacte
dans le domaine de la littérature, donc faire la distinction si on compare par exemple entre l'exilé de Mogador, l'écriture de l'exilé de Mogador et l'exilé de Gertrude, il y a une énorme différence. Et aujourd'hui, moi je prends conscience de cet intérêt de dominer un petit peu les artifices, les outils de l'écriture littéraire. Alors on remarque en vous lisant que la matière historique n'est pas seulement la toile de fond de l'histoire, mais on constitue l'essence même. Ceci peut soulever un problème important, celui de la démarcation entre le récit de l'historien, que vous ne prétendez pas être, et le récit du romancier. Je voudrais savoir si vous avez voulu livrer un témoignage authentique des événements. Disons qu'en comparant toujours avec l'exilé de Mogador, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas Qaïd Haddou, quand ils prennent l'exilé de Mogador, ils commencent à le lire. Moi, il y a un intellectuel rifin, parce que moi j'écris en tenant compte de cette composante de mes lecteurs rifins, parce qu'ils connaissent suffisamment l'histoire, ils connaissent suffisamment notre histoire, et ils me connaissent aussi. Mais avant de lire Gertrude Alain, il n'était pas sûr que c'était moi qui avais écrit l'exilé de Mogador. Il n'était pas le seul. C'est pas possible. Docteur Shkar, un chirurgien, quelqu'un de très engagé sur le plan social, mais écrire ce monument littéraire, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a dû lui mettre, parce qu'ils ne connaissent pas Qaïd Haddou, c'est Qaïd Haddou lui-même qui avait écrit ses mémoires, et qui ont été retrouvés, et qu'on les a remis à Dr Ashkar pour en faire son récit. Et quand ils ont lu Gertrude, ils ont compris que c'était moi, et qui m'a dit, écoutez, n'arrêtez surtout pas d'écrire, parce que nous avons besoin, et nous avons appris l'histoire qui malheureusement, dans les livres d'histoire, c'est des livres académiques, un langage très scientifique, si vous voulez, plein d'archives, plein de références, mais en même temps, au niveau du public... Ouais, ça n'atteint pas le grand public. Ça n'atteint pas le grand public, et puis, à la différence, si vous voulez, la dimension littéraire, c'est quand tu attaches beaucoup d'importance aux petits faits, aux petites histoires. À la grande histoire et à la petite histoire aussi. Mais surtout la petite histoire qui peut nous expliquer la grande histoire. Parce que souvent quand on s'arrête à la grande histoire, comme j'ai expliqué, le grand voyage de Johann Arnald, je reviens à cette histoire phénoménale, tragique, de Johann Arnald quand il va dans le Rif. Mais beaucoup d'amis, il y a même d'autres écrivains qui ont écrit de ce voyage de Johann Arnald à travers Aknol, comment il a été arrêté par une tribu. J'ai eu par la suite donc, des échos de la part des membres de la famille qui habitaient cette tribu et dont le Qaïd Ben Khtou lui-même, parce que je parle du Qaïd Ben Khtou, qui ont été responsables, ça nous dérange un chien. S'il vous plaît, téléphone là, je le dis tout de suite. Donc, et quand ils ont lu les détails, parce que là je suis rentré vraiment dans les détails, c'est un voyage extraordinaire, et puis je fais découvrir le livre aussi. Quand on arrive, ceux qui connaissent Sidi Bourkhalal, ceux qui connaissent Aknol, ceux qui connaissent Bourid, un historien, je suis sûr, j'ai beaucoup de respect pour les historiens, mais pour pouvoir donc faire ce travail de proximité, moi je crois que j'ai cet avantage de pouvoir faire donc ce travail parce que je suis très proche, et puis j'étais sur les lieux et je connais, disons, je ne connais pas le personnage lui-même, le cas de l'exilé de Mogador, j'ai pu enfin convaincre le fils aîné de devenir un grand ami, de lire le livre et de venir assister à sa présentation avec moi à Rabat, avec toute sa famille. Et il est aujourd'hui, il en revient, il compte même aller, parce que là, je tiens à l'annoncer, le dimanche prochain. Donc on fait encore, je continue un petit peu ma tournée de rockstar, je suis devenu une sorte de rockstar.
Donc je continue ma tournée de rockstar pour aller dans le Rif et on va présenter le livre dans le petit village, dans la tribu de Qiwa, le droit des Izmoul, où est né ce monsieur. Et le fils qui ne connaît rien du Rif, qui est né à Souera et qui a passé l'essentiel de sa vie à l'étranger, il veut aujourd'hui venir à Izmoul parce qu'il s'identifie un petit peu avec le livre. Gertrude Arnal, comme tout roman historique digne de ce nom, vous engage aussi moralement. Je vous donne un exemple très simple, celui de Ben Ali, qui sera à un moment donné de l'histoire rabaissé aux yeux de Gertrude et par conséquent rabaissé aux yeux aussi du lecteur. Et je pense que, je ne sais pas, j'ai tout de suite pensé à une chose. J'ai pensé que ça vous souillait la mémoire de ce personnage, qui a peut-être des descendants, qui a une famille, qui a une tribu. Comment vous assumez cet engagement-là? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début, c'est que je dois rester collé à la réalité, être crédible et dire la vérité, tout en tenant compte de ce contexte. Moi, je connais la personne, je connais la famille. J'ai eu même un appel téléphonique avec une de ses filles qui n'a pas voulu répondre à mes questions. J'ai une nièce qui me suit de jour et de nuit sur mon Facebook et une grande amie. Mais en même temps, moi j'ai essayé, c'est ce que j'essaie de... Je ne cesse pas de le répéter. Moi, je n'essaie pas de comprendre. Donc moi, je décris, je donne à ressentir, je partage des émotions. Et donc, Gertrude elle-même... Est-ce qu'elle traduit votre propre sentiment, Gertrude? C'est sûr, parce que Gertrude elle-même, il ne va pas très loin dans l'accusation qu'il fait à son ami. Ce monsieur qui était son lien avec Abdelkrim, ce monsieur était quelqu'un de très important, bras droit en quelque sorte. Oui, c'est le bras... Bon, il faisait partie de la... Un jour, bon, lui-même, bon, on ne sait pas exactement, parce que les livres d'histoire parlent de double agent, d'autres parlent de triple agent. Moi, j'ai des documents et des lettres échangés vers la fin, et j'en parle dans un chapitre très sensible, la question du khilafa. Quand Abdelkrim Khattabi a été invité, et ça je le dis, bon, c'est dans le livre, il n'y a rien à faire. Donc Abdelkrim a été, vers la fin de 1925, et au début de 1926, invité à venir donc assister au sommet de l'Khilafah al-Islamiyya, une première fois au Caire, une deuxième fois en Arabie Saoudite. Et il y a 2 lettres que j'ai. Donc il a répondu dans une lettre, et puis son frère Mohamed, qui se trouvait du côté d'Oueklam, Abdelkrim n'arrivait pas, ne pouvait pas prendre de grandes décisions sans l'accord. Ils sont l'accord de sa mère. Ça, il y a très peu de gens qui le connaissent, mais peut-être que dans un futur proche, je risque de... En travaillant un petit peu sur la vie de Abdelkrim à l'île de la Réunion, j'ai trouvé un document, une série d'articles d'une journaliste qui a vécu avec eux et qui nous parle de la maman d'Abdelkrim. Moi-même, j'en savais quelque chose du rôle joué par la maman. Mais là, je sais qu'Abdelkrim ne pouvait plus, surtout on a vu le conflit qu'il y avait, parce qu'elle, au moment où on avait donc arrêté Abdelkrim et qu'on avait décidé de l'amener en exil, elle ne voulait pas partir. Quand il avait demandé à sa maman que tu dois venir avec nous, parce que les Français ont demandé à Abdelkrim donc d'établir la liste des personnes qui doivent venir avec lui, sa maman a dit non, je ne peux pas quitter ma terre natale. Et donc, c'est un peu dans ce sens que, en fouillant davantage, on découvre à chaque fois qu'il y a énormément sur cette histoire de la guerre du Rif, sur Abdelkrim. C'est incroyable ce qui est écrit et qui est très peu connu. Parce que malheureusement, comme je l'ai déjà dit par rapport aux références, nous avons, par exemple, sur l'exilé de Morador, j'ai pu trouver quelque chose. Il y a très peu d'écrits. Il y a 2 livres, Pierre Fontaine, Léon Gabrieli, puis ça s'arrête là. Sur Gertrude, il n'y a rien. Sur Gertrude, il n'y a rien, aucun livre. Moi, je dis,
quelques informations ci et là qui n'ont rien à voir avec, disons, on ne peut pas en faire un travail. Donc moi j'ai essayé, j'ai retrouvé beaucoup de documents, mais bien sûr j'ai essayé, et pour être sincère avec eux, donc j'ai essayé, par exemple pour le cas du Khilafa, et pour les gens pour qu'ils puissent comprendre, cette rencontre entre Hitmi était un des bras droits de Al-Krim. Hitmi, d'ailleurs, il s'est marié lui aussi avec la sœur de Al-Krim, c'est la dernière. Et c'est dans sa maison, à Aït Qamra, parce que ceux qui ont lu les éléments, ils vont voir que l'infirmière qui venait, le médecin qui venait, il n'allait pas à Ajdir, il allait à Aït Qamra, parce que la famille était installée à Aït Qamra, ils étaient plus en sécurité par rapport à Ajdir. Donc, je voulais parler de cette histoire, de Khilafa, et comment le faire. J'ai tous les documents, et puis les services de renseignement français, au niveau de l'ambassade, ils ont tous les documents. Donc, dernièrement, il y a des gens qui ont commencé donc, à les explorer, ces correspondances entre le président de la mosquée Al-Azhar et Al-Krim, et puis Ibn Saoud et Al-Krim, et puis les correspondances de Ben Ali avec Hitmi et avec Al-Krim. Et donc ça, il y a énormément d'informations où Gertrude Mohammed en parle, et là j'ai fait la référence, Mohammed en parle dans une lettre vers la fin. Il en parle pour dire à ses amis égyptiens que cette Anglaise de Tanger, il ne travaille plus pour nous. Au point que quand Hitmi viendrait la voir et qu'il lui explique un petit peu tout ce qu'a fait Ben Ali, et à la fin, Gertrude lui demande est-ce que Al-Krim me suspecte? Est-ce que Mohammed me suspecte? Parce qu'elle a eu la lettre. Et Hitmi lui a expliqué que ce n'était pas le cas, tout simplement parce que Gertrude elle-même, elle avait écrit une lettre quand il savait qu'elle était très menacée et que son courrier, donc c'est un peu un film policier en quelque sorte, mais c'est la vérité. Donc que son courrier et ses correspondances avec Al-Krim, il y avait quelqu'un donc qui les transmettait à deux services de renseignement, le français, il y avait le capitaine Parabiès, c'est lui qui s'occupait des renseignements à Tanger. Il y avait le capitaine De Miguel, un espagnol, un capitaine De Miguel. Donc, et entre eux, bon, ils se partageaient les informations. C'est ce qui explique que le jour où Hitmi, qui était envoyé par Al-Krim pour partir au Caire, ne pouvait pas le faire. Donc il arrive à Tanger, tous les ports de Tanger étaient bloqués, Gibraltar était occupé. Il y a des lettres du ministère des Affaires étrangères anglais et de l'ambassadeur des services de renseignement français et du consul pour interdire, donner les ordres qu'il n'est pas question qu'un Rifin puisse quitter Tanger, ce que fait qu'Al-Krim à la fin, il a demandé, donc il a envoyé une autre lettre à ses amis égyptiens et saoudiens pour leur dire débrouillez-vous, s'il y a quelqu'un d'entre vous donc, qui peut me représenter, qu'il le fasse. Alors il y a beaucoup de questions, mais je vais me contenter de deux questions. Deux petites questions. Non, pas du tout. Donc deux petites questions, parce que, enfin, pour pouvoir donner la parole au public, je voudrais qu'on parle de Tanger, de la place de Tanger dans le roman. C'est une ville qui a eu un sort particulier, une ville, une cité emblématique, qu'on peut considérer comme un personnage à part entière. Et nous savons que Gertrude entretient avec cette ville, tisse avec cette ville des liens très forts, à tel point que quand elle va justement partir vers Saint-Malo, elle retourne à Tanger et décide de s'y établir définitivement. Oui, effectivement. C'est ce que j'expliquais à mes amis tangérois, parce que quand on avait présenté le livre avant-hier,
toute la littérature autour de Tanger, on la connaît. Et peut-être pour la première fois, bien sûr, il y a l'histoire du mouvement national ensuite, 47 et tout ça, mais ça c'est à part. Je parle, donc, le livre essaie de mettre donc en exergue cette Tanger résistante, les rifins qui faisaient ce travail immense de récolte, donc des informations. Abdelkrim lisait la presse internationale avant l'IOT. Et ça, l'IOT n'arrivait pas à la mettre. Et donc, j'ai essayé de montrer que Tanger n'était pas que ce qu'on décrit, que c'était aussi une ville de résistance où beaucoup d'Anglais, et je parle de tous ces Anglais qui sont venus chez Gertrude, soit pour amener des moyens, soit pour amener des médicaments, soit en tant que médecins, et qui sont rentrés. Parce que dans le Rif, il n'y avait pas de médecin. Le seul soignant, c'était un Tangérois, Mahboub, c'était un technicien dentiste. Et c'était le seul. Dans le Rif, on l'appelait le médecin. Alors c'est lui qui s'occupait de tout. Imaginez tout ce que vit maintenant, par exemple, ce que vit le peuple palestinien à Gaza. Dans le Rif, on vivait pire encore. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Pendant des mois et des mois, et je peux dire pendant des années, le Rif était bombardé, martelé, assassiné. Donc les maisons pillées, et puis bombardées par des gaz toxiques, et isolées. Parce que l'embargo français, moi je parle à partir de 1925, quand la France avait pris sa décision de s'impliquer à côté de l'Espagne, et puis du côté espagnol, seul restait Tanger. Et c'est grâce à Gertrude, il y a ces agents de liaison qu'on arrivait à faire entrer des médecins, et je cite les noms, des gens connus, et surtout des médicaments. Et puis, si vous voulez, peut-être qu'on fera un petit retour sur Robert. Robert Koenig, c'est un personnage extraordinaire, on en a parlé très peu. Et les historiens, quand on en parle, c'est beaucoup plus un dénigrement. C'est quelqu'un qui ne connaît rien dans l'affaire. Alors, c'était un ancien député, c'était lui aussi un homme de gauche. Mais avant de venir dans le Rif, il était dans la Palestine. Il était au Moyen-Orient, il défendait, un grand militant. Pire encore, c'est que quand elle est partie en Palestine, et je découvre, en travaillant maintenant sur Abdelkrim en Égypte, il est venu voir Abdelkrim en 1947. Ce Gordon Koenig, il est venu à Tanger en 1947 dans le même cadre. Donc c'est des personnages que malheureusement les historiens ne les ont pas jugés à leur vraie valeur. Effectivement, c'est grâce à Gertrude qu'il a pu aller voir Abdelkrim, avoir l'aval de Abdelkrim, et l'aval est écrit mot par mot, tout ce que lui a écrit Abdelkrim dans un petit mot, pour qu'il aille le représenter. Et qu'à la fin, bien sûr, les Français et les Espagnols, ils étaient déjà en position de force, et donc il était obligé. Par contre, Gertrude, il ne voulait pas partir. Parce que tellement il était... Et puis il ne voulait pas laisser ses compagnons rifins vivre donc sa détresse. Parce qu'il avait toutes les informations qui venaient du Rif, il savait dans quelles conditions, et puis beaucoup de compagnons rifins qui passaient de l'autre camp. L'exemple de notre ami, qui allait devenir un haut responsable dans le Rif, après un grand collaborateur de l'Espagne. En plus, les services de renseignement espagnols continuent à l'harceler, même après la guerre. Ça, je n'en parle pas dans le livre, mais pour l'histoire, même après la guerre, c'est en 1931, Gertrude apparaît dans les documents des services de renseignement espagnols. Il avait garanti le départ dans le Rif de 2 Américains qui ont fait le voyage dans le Rif avec des motos. Et que ils sont passés chez elle, et c'est elle qu'ils avaient orienté. Ils voulaient découvrir le Rif, pas dans un sens politique, mais pour découvrir un petit peu ce qui s'était passé dans le Rif. Et là, on la retrouve dans les documents et dans les archives des services de renseignement espagnols.
Dernière question. Est-ce que vous envisagez de continuer cette odyssée à travers les méandres de l'histoire, du Rif? Est-ce que vous prévoyez d'écrire une autre œuvre romanesque qui s'inscrirait dans la même veine? Effectivement, le jour où le livre, donc j'ai terminé d'arrêter ce livre, j'ai continué à écrire, parce qu'en fait, le travail d'archivage que je fais, donc j'ai énormément de branches qui partent dans un sens comme dans un autre, et là je vais partir à l'île de la Réunion. J'ai pris contact avec des écrivains, avec des intellectuels sur place. Je suis très intéressé par ce qui s'est passé après. J'ai étudié énormément juste la durée entre le jour où il s'est soumis à Al-Klim et le jour où il a pris le bateau pour aller à Marseille et pour continuer, parce que pendant cette période, Al-Klim a fait son voyage de Terguiste jusqu'à Taza. Il s'arrête à Bourd, et là il y a un journaliste à qui dans la première interview, à Taza, on l'installe dans la maison de l'ancienne Bacha, Kassaba, et puis on l'amène à Fès. Il reste jusqu'au mois de septembre. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passait? Les vainqueurs se réunissaient, ils faisaient la fête. Et où ils faisaient la fête? Ils la faisaient à Paris. Donc, à la fête nationale française le 14 juillet, donc le sultan Moulay Youssef avec tout son cortège, Primo de Rivera qui vient de Madrid, et puis tous les dirigeants français, et pendant des semaines, et le sultan avec sa suite, ils sont restés des semaines, d'abord pour fêter leur victoire, et puis pour se mettre d'accord quel sort réservé au Rogui, à Abdelkrim. Et cette partie m'intéresse particulièrement parce que j'ai trouvé quelques documents sur Lyautey. Lyautey n'était plus de la partie. Lyautey n'était pas venu accueillir le sultan. Quand le sultan d'abord, il passe par Marseille, ensuite on l'amène à Paris, il ne reçoit pas non plus tous les pachas et les caïds. C'est un deuxième bateau, parce que le sultan il est parti, et sa famille proche sont partis dans un bateau, et les pachas et les grands caïds du Maroc prennent un autre bateau. Ce qui fait que au cours de la tournée du sultan, il était obligé de ça, parce qu'on a fait avec lui une grande tournée, et on l'a amené du côté de la frontière allemande, là où les Marocains ont fait cette guerre, cette première guerre. Il était obligé d'aller voir Lyautey, qui se trouvait dans son petit village de Toré, dans la Lorraine, à côté de Nancy. Et ce village, aujourd'hui, on l'appelle Toré-Lyautey. Et là, il y a une photo impressionnante. Et puis, des caïds et des bachas, à leur tour, pas dans le cortège royal, ils vont voir, ils passent la nuit. Et j'ai des dialogues entre ces bachas, Glaoui, Bergache, des noms très connus aujourd'hui. On sait les places qu'ils ont prises après l'indépendance du Maroc. Comment ils parlaient à Lyautey, comment ils pleuraient devant Lyautey, comment ils racontent que leurs femmes pleuraient le jour où Lyautey est parti. Donc, si vous voulez, cette partie m'intéresse particulièrement pour expliquer un petit peu, pour comprendre ce qui s'est passé après, avant l'indépendance et pendant l'indépendance. Merci. Du roman, pour donner un avant-goût de l'histoire, avant de donner la parole au public. Alors, ça se situe dans le chapitre intitulé « Tanger, la guerre des Andes ». Août 1919. Juste après la fin de la Première Guerre mondiale, alors que Gertrude continuait à travailler dans son studio de photo, John avait pour seul souci de suivre les événements qui se déroulaient dans le Rif et de sensibiliser le peu d'amis qui lui restaient encore sur ce qui s'est passé de si grave. Quand un soir, il suggéra à son épouse l'idée d'aller s'installer ensemble à Tanger définitivement. Elle lui répondit d'un ton inquiet. « Allons-nous encore être obligés de fuir? Non, je ne veux pas, je refuse de partir. Tu n'as qu'à me laisser seul à Londres. Tu n'as pas besoin de me répondre, ni de me convaincre,
ni de me consoler. Mais là-bas, je servirais mieux la cause rifaine. Je ne serais pas loin des lieux du déroulement des événements. Là, supplia-t-il en la prenant dans ses bras. Gertrude regarda son mari et vit qu'il avait des yeux brillants de larmes. Pour elle, c'était une preuve supplémentaire qu'il était sincère. Elle admirait la façon dont il s'impliquait dans cette guerre qui pourtant n'était pas la sienne. Elle finit par lui confesser: « C'est une aventure qui exige courage et abnégation. Nous aurons à payer un prix énorme et à consentir à un lourd sacrifice. Tu es le seul à savoir si tu es prêt à ce sacrifice. Je ne te conseille rien. » Tanger n'était pour elle qu'un ailleurs indéterminé et nébuleux, une destination lointaine dont elle n'avait aucune idée. Voilà, merci. Je donne la parole maintenant au public.